C'est la nouvelle star de Nigloland, l'Eden Palais. L'attraction se dévoilera au public le jour de la réouverture du parc. Sous ce pavillon, un carrousel restauré, un manège de collection, une roulotte avec des photos de la famille fondatrice du parc, des maquettes d'attractions et des expositions à venir. Ça donne de l'authenticité à Nigloland, ça prouve aussi qu'on peut apporter de la culture dans un lieu de loisirs comme ici. Et souvent on nous demandait comment ça a commencé Nigloland, à qui ça appartient. Oui, ça appartient encore à une famille, c'est pas un groupe financier international, c'est chez les Gélis et ici on va tout vous expliquer de A à Z. Les techniciens s'affairent sur les derniers détails. Comme chaque année, les mécaniciens vérifient les manèges. De nouveaux massifs de fleurs sont plantés au millimètre près. Dans la cuisine centrale ce jour-là, l'heure est à la préparation des sachets de pop-corn. Hier, moi je sais que j'en ai fait 200 déjà. Aujourd'hui, je pense qu'on est déjà à 150. Je trouve ça génial. Le fait de voir les coulisses, c'est génial. Ça a un coup de frais, ça va de la mécanique à la peinture, à l'architecture, au jardin. Il y a aussi l'administration, on vend la moitié de nos billets avant l'ouverture du parc. Près de 230 personnes ont déjà été recrutées pour renforcer les équipes. Près de l'Eden Palais, les futurs pilotes d'attractions sont en pleine formation. Les consignes, en fait, c'est simple et compliqué à la fois. On s'assure que justement l'attraction soit libre, qu'il n'y ait pas de branches d'arbres de tomber sur les parcours, de pièces d'outillage par terre, ce qui voudrait dire que peut-être quelque chose a cassé. Donc c'est toutes ces choses-là, uniquement visuelles, avant de faire son tour d'essai. Le temps passé en formation dépend de la complexité de l'attraction. Pour les plus simples, ça va de 3/4 d'heure à 1 heure. Pour les plus compliqués, avec de l'entraînement, ça peut passer à 1h30, 2 heures facilement. Ça a été 3 semaines assez intensives, mais je vois le bout. Il me reste 5 attractions à faire aujourd'hui. L'an dernier, le parc a battu son record. 655 000 visiteurs ont arpenté les allées du parc et Nigloland doit s'adapter à cette affluence. On a effectivement depuis plusieurs années une augmentation du nombre de visiteurs dans le parc. Donc on a accru le nombre de places sur le parking déjà, on a augmenté le personnel à l'entrée, aux caisses, en sécurité et après dans tous les restaurants on les a agrandis, on a agrandi les terrasses, le nombre de places assises, on essaie d'augmenter la capacité dans les attractions pour toujours qu'il y ait le moins d'attente possible en fait. Les 39 attractions s'animeront dès ce samedi à 10h30 et ce jusqu'au 3 novembre prochain. À l'heure des circuits courts et des emplois non délocalisables, proposer la préparation et la livraison de légumes du coin à des collectivités tout aussi locales, en participant à la revitalisation d'un ancien site industriel, en l'occurrence l'usine Lactalis de Certigny, fermée en 2012, cela fait sens et c'est la vocation de cette légumerie, portée par l'association Les Amis d'Ici et la communauté d'agglomération d'Épinal, qui a démarré son activité le 18 mars dernier. On produit 3 jours, le mardi, le vendredi et le samedi. On produit à peu près entre 200 et 250 par jour en kilos. Il s'avère que très rapidement, ça va monter en puissance à partir du mois de mai. On attend l'arrivée des prochains légumes parce que là, on est sur les légumes de garde, sauf la salade et le radis qui sont déjà une production nouvelle, la bête et l'épinard. Au menu ce mardi par exemple, salade, pommes de terre, carottes et céleri à laver, effeuiller, éplucher, trancher, râper et conditionner en une grosse matinée de travail sans compter le nettoyage et la livraison prévue jeudi matin. Le pôle Écoterre Vosges Alimentation compte pour l'instant 5 salariés, tous en CDD d'insertion comme David en transition professionnelle. Je suis carreleur, donc j'ai le CAP carreleur et là je vais rouvrir ma boîte dans le carrelage, donc voilà. Ça a l'air très plaisant comme boulot. Moi ça me plaît, tant que les anciens et les enfants ils mangent bien là, par exemple là, dans les cantines, et qu'on redécouvre un peu tous les légumes, qu'on ne mange pas tous les jours comme il le faut, moi je pense que c'est un bon truc, quoi. 10 producteurs dans un périmètre de 60 km, 3 en conventionnel, 7 en bio, fournissent actuellement la légumerie qui approvisionne l'ODCVL, centre de vacances de la Bresse, qui fut son premier client, et Lior qui gère la restauration scolaire spinalienne, ou encore Happy, et des collèges sont déjà intéressés. C'était une des craintes au début, comment à la fois, est-ce qu'on aurait assez de légumes, est-ce qu'on aurait assez de clients, et en fait les feux sont verts. L'idée justement de cette légumerie, c'est de pouvoir tirer la production. Voilà, donc on est en lien avec la Chambre d'agriculture, avec une bonne dizaine de producteurs. Notre proposition commerciale, mais pas que, parce que vous avez vu que c'était un projet aussi social, et donc est très bien accueilli.
À terme, le nombre de salariés pourrait doubler, une nouvelle embauche est d'ailleurs imminente. La légumerie de Xertigny s'est fixé un objectif de 80 tonnes de légumes transformés la première année et jusque 300 d'ici 3 ans. L'inauguration officielle aura lieu le 17 juin prochain. Ils sont certainement l'élite du ping de demain. Ces juniors avaient rendez-vous à Metz pour la 9e fois consécutive pour y disputer l'une des étapes du circuit mondial. Une compétition relevée puisque pas moins de 46 nations issues des 5 continents étaient présentes. Les meilleurs jeunes pongistes ont donc pris d'assaut les aires de jeu du complexe Saint-Symphorien pour y exercer leur talent et démontrer toute leur qualité avec un seul et même objectif. C'est une grande chance pour eux de se qualifier aux championnats du monde junior qui ont lieu tous les ans. On est ici sur un Open qui a la qualification premium de l'ITTF, donc les points dans la course aux championnats du monde sont doublés et ils viennent tenter de se qualifier pour ces championnats du monde annuels. Seuls les meilleurs auront donc la chance de se qualifier pour les championnats du monde. Si les pays asiatiques et les États-Unis devraient être des adversaires redoutables, avec 46 jeunes en lice tout au long de la semaine, la France espérera égaler, voire dépasser les 5 médailles de bronze glanées lors de l'édition 2018. Une pression pas si évidente à gérer lorsque l'on a le maillot bleu sur les épaules. Forcément, on a envie de bien jouer parce que c'est en France. Après, c'est important pour le classement, pour gagner des points. Et après, c'est un Open, donc on a toujours envie d'aller chercher les médailles. C'est une compétition internationale, elle permet de se mesurer aux autres nations. En fait, c'est la phase de poule et c'est vrai que même si on est habitué, les joueurs ont un petit peu de pression sur les débuts de compétition parce qu'il faut se lancer, prendre les repères, avoir la bonne attitude. Donc c'est un peu ça l'enjeu de cette première journée. Des débuts que n'a pas manqué la jeune Bérénice Marteau qui s'est imposée 3-7-0 dans son premier match face à une pongiste galloise. Mais elle sait que pour se hisser jusqu'en finale, la route sera encore longue. Je ne vise pas un podium, mais j'espère aller le plus loin possible. Je vais faire match après match et on verra bien. En attendant de savoir si Bérénice et ses autres partenaires de l'équipe de France tireront leur épingle du jeu pour décrocher le Graal, une chose est sûre, Metz accueillera bien une 10e édition du circuit mondial l'année prochaine. C'est sur la pelouse qu'il se passionne pour le football. D'abord en tant que joueur, du côté notamment du Racing Club de Strasbourg, puis en tant qu'entraîneur. En 1997, il rejoint les Parquets en devenant entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal. 7 ans plus tard, c'est lui qui est aux commandes des Bleus. Et ce soir, il en est à sa 200e sur le banc. Depuis ses débuts, il a largement contribué à l'essor de la discipline en France, bien qu'elle reste encore nettement moins développée qu'ailleurs dans le monde. Effectivement, la différence dans de grosses compétitions se fait sentir dès lors que mes joueurs s'entraînent en moyenne 4 fois dans la semaine. Quand en face, on a des joueurs qui ont appris à jouer à ce sport-là très tôt et qui sont professionnels en s'y consacrant totalement, bien sûr, ça change fondamentalement les choses. Effectivement, mais je pense que c'est spécialement intéressant de s'occuper d'amateurs, à l'image un petit peu de ce qui se passe souvent en Coupe de France, quand un petit peut battre le gros. Et c'est ce que je vis un petit peu dans pas mal de matchs, pas ce soir, puisque les Anglais sont amateurs comme nous. En plus d'être à la tête de l'équipe de France, il forme des entraîneurs et s'occupe de développer le futsal dans le pays. Son objectif, rendre la pratique accessible à tous et la professionnaliser pour les joueurs de haut niveau. La seule chose qui manque déjà, c'est le temps, parce qu'il faut du temps pour structurer les clubs et puis peut-être aussi attendre que, comme dans le foot féminin, il y ait des clubs de foot à 11 professionnels, comme l'Olympique Lyonnais là par exemple a fait pour les filles, puis c'est également le faire pour le futsal. Ce qui manque au niveau du grand public, c'est forcément la télévision. Il faudra sûrement attendre quelques années. Quand on aura des clubs professionnels de foot qui auront une section futsal, je pense que notre première division sera attractive et qu'on va sûrement jouer dans des plus grandes salles devant autant de monde qu'il y en a en Espagne ou au Brésil, où ces matchs-là se jouent tout le temps devant 5000 personnes. Hier soir, ils étaient moins de 3000 pour soutenir l'équipe de France. À plus long terme, Pierre Jacqui espère que le futsal pourra se faire une place parmi les autres sports en salle, comme le handball ou le basketball. Mais il rêve aussi de qualifier les Bleus pour une Coupe du Monde. Et pourquoi pas celle de 2020 ? L'équipe de France tentera de s'y qualifier en octobre prochain. En attendant, elle continue de se préparer avec un match amical ce soir
à nouveau contre les Anglais qui tenteront de prendre leur revanche. Les Bleus ont remporté la première confrontation 1-0. L'événement est toujours très attendu, même la météo a semblé un peu plus clémente au moment du défilé. Retour sur la 49e fête des Jonquilles et son traditionnel corso fleuri. C'était dimanche à Gérardmer avec une fois de plus plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et pas que des Vosgiens. Je viens d'Allemagne, c'est un très bel événement. J'ai fait plein de photos et je les afficherai chez moi. Nous venons de Belgique, d'Arlon, province de Luxembourg. Spécialement pour le défilé? Ah oui. Nous sommes partis ce matin à 6h30. Nous, on a fait de la Mirabelle à Metz au mois d'août, voilà, donc on change. Qu'est-ce qui vous a plu pour l'instant? Pour l'instant, c'est l'ambiance. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, c'est la première fois que je viens, je suis content. C'est du travail, c'est des artistes. Très bien. Ah oui, là, il faut beaucoup d'idées et surtout beaucoup de boulot, à mon avis. Ça, c'est fantastique. Beaucoup de travail en amont, effectivement, du côté d'abord de la Société des Fêtes Géromoises, organisatrice de l'événement, mais aussi pour toutes les petites mains qui ont réalisé ces chars, entre amis ou en famille. On habite dans un quartier de Gérardmer et il y a tous les voisins qui viennent aider et tout ça, donc ça c'est important. Et puis au niveau familial aussi, c'est vraiment un moment où on va se retrouver ensemble. Clairement, qu'est-ce qu'ils vont devenir les chars après? Alors, plusieurs options. Des fois, il y a des gens qui vont le racheter pour d'autres fêtes. Des fois, ils terminent en sujet fixe et des fois, ils terminent à la déchetterie. Des dizaines de chars à découvrir donc dans les rues de Gérardmer une fois que vous vous êtes acquitté des 15 € d'entrée. L'événement était toutefois gratuit pour les moins de 12 ans, un tarif que la présidente de la Société des Fêtes a tenu à justifier à notre micro. Normalement, il faut que ce soir, on ait à peu près 700 000 € dans les caisses. Donc c'est un montant énorme. Oui, ça peut faire cher pour certains, mais bon, c'est une journée, 3 heures de spectacle fabuleux. Les gens s'en retournent, ils en ont plein les yeux. Et si ce soir, on n'a pas le compte, on sera tout seul à gérer aussi. Surtout qu'il faut déjà se pencher sur la prochaine édition, la 50e, forcément d'autant plus attendue et annoncée pour le mois d'avril 2021.